Manifester, oui, mais bouger, non. Le gouvernement semble avoir décidé de s'opposer à la CGT, qui veut, elle, manifester et bouger. Le monde syndical est en colère. Le reportage de Karen Diama sur cette crise sociale qui interpelle. Et les vocations professionnelles naissent souvent dès le plus jeune âge. Découverte dans ce journal du métier de boulanger pour les écoliers de Mornalo. Le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter est à venir. Et enfin la soca, la musique populaire de Trinidad effectue un retour en force. La Guadeloupe n'est pas en reste. Le mouvement soca prend de l'ampleur chez nous. Le reportage d'Isabelle Hameau est à venir. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Les syndicats pourront-ils manifester à Paris jeudi prochain? Le gouvernement veut interdire leur défilé, concédant seulement à un rassemblement statique. La colère est grande chez les syndicalistes, y compris en Guadeloupe. Elie Domota, le leader du mouvement El Capi de 2009, tente de donner l'alerte. Le reportage est signé Karen Diama. Marqué par des violences et des dégradations, le défilé parisien du 14 juin dernier avait amené le gouvernement à menacer d'interdire les manifestations. Une décision inacceptable pour les syndicats. En France, il y a organisé une manifestation, il y a défini par Okoula et les autorisations en conformité et en collaboration avec le préfet de police. Donc ça veut dire que tout ça il a fait dans le défilé là et en marge à défilé là, il a relevé de l'autorité de l'État et d'intervention à les services directement liés à la préfecture. Donc si je dis là, il y a des problèmes qui sont posés, c'est des problèmes qui volontairement pas gérés par la préfecture pour discréditer le mouvement des travailleurs, singulièrement le mouvement des syndicats qui en arrivent. C'est un déni de démocratie et il y a une volonté de l'État français de discréditer les organisations de lutte et pour faire texte à y passer. Un texte qui prévoit justement de consacrer la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche, un acte là encore inacceptable pour les syndicats. Les négociations collectives, avantage c'est que les travailleurs, quel que soit la yoïa dans le secteur d'activité, des garanties sociales minimales. Et après, les accords de branche, les accords d'entreprise et même le contrat de travail peuvent venir élargir ce classe pour bailler quelque chose de mieux. Donc, on a la convention collective en haut. Au pays, on a un accord de branche qui a proposé mieux. Après ça, on a un accord d'entreprise qui a proposé mieux. Et on a le contrat de travail qui peut aller encore plus loin et proposer mieux aux travailleurs. Je dis là, ça, le gouvernement Valls, Comrie, Hollande, qu'a fait, c'est qu'il a inversé la pyramide là et il a dit, si ni la convention collective qui a existé, soit, mais l'accord de branche peut proposer moins bien, l'accord d'entreprise peut proposer moins bien et le contrat de travail peut proposer encore moins bien. Et là, on rend-vous compte, je dis là, que face à un employeur, salarié là totalement démuni, puisqu'il y a un contrat qui est basé sur ça, il y a créé un lien de subordination, ça veut dire que le patron là qui venu mettre et signer en les travailleurs là et en les contrats de travail là. Selon l'UGTG, c'est vraisemblablement vers la destruction des syndicats de lutte que tend le gouvernement. Et ça, c'est des syndicats d'accompagnement, des syndicats de compromission qui d'accord avec le système capitaliste là, qui est basé sur la domination de l'homme par l'homme. Je dis là, gouvernement là, ce n'est pas un gouvernement socialiste, c'est un gouvernement de droite qui est au service du MEDEF. Et l'objectif, c'est de voir en qui j'ai cassé les garanties sociales, casser les conventions collectives et en même temps casser les organisations syndicales. Mais de toutes les façons, nous savons qui ça qui est fini. Ça qui est fini par des grèves massives dans les entreprises. Et de plus en plus de grèves et de plus en plus d'affrontements dans les entreprises, qui en France, qui en Guadeloupe, parce que je dis là, nous face à un patronat arrogant, nous face à un État qui a baissé les bras et qui a transformé en loi toutes les revendications du MEDEF, et nous au niveau de l'IGTG, ça nous a appelé aujourd'hui là, c'est l'ensemble des travailleurs et organisations à renforcer pour nous appeler à un mouvement d'ensemble dans quelques temps nous pour savent quittant, mais c'est celles sont que qui pétonnent face à toutes ces déréglementations et face à toutes ces abominations là, ça y a fait contre les travailleurs. À l'échelle nationale comme à l'échelle locale, les syndicats restent mobilisés pour défendre les travailleurs. Et François Hollande devra se soumettre à une primaire à gauche prévue en janvier de l'année prochaine. D'ici la fin de l'année, il annoncera alors sa décision de se représenter ou non. Doit-il, selon vous, y renoncer? Vos avis semblent partagés. Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Il peut, s'il veut, il peut, mais je ne pense pas que ça va marcher. Mais oui, il a le droit de se représenter. Il peut se représenter, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, il est déjà là, pourquoi pas. Tout à fait, comme tous ceux qui veulent se présenter aux élections. Non. Je pense pas.
Parce que la manière dont ça se passe là, il ne vaut pas. Bien sûr. Bah, je vais pas Hollande. Je préfère Marine Le Pen. Le président actuellement, je pense, il y a un gros problème. Oui. Tu sais, avec les jeunes, le travail et tout. Alors que j'espère qu'il ne va pas passer et l'autre va passer. Je sais pas, je déteste la politique et j'en fais pas du tout. Je pense pas du tout, hein, parce qu'il y a trop de bordel hein, à ce moment. Oui. Ouais. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vois pas, ils font rien pour moi, rien de bon pour moi, donc moi, ça ne m'intéresse pas. Même en Guadeloupe, on est déçus. Tout ce qui se passe en métropole, alors vous vous rendez pas compte? Il y a mieux à faire que... Il y a mieux à faire. Je n'ai encore entendu ni vu personne qui avait des projets, qui avait un but, vous voyez, un vrai but, hein, puisqu'il n'y a pas de faux but, mais je le dis parce que dans la littérature maintenant, bon, on emploie le mot vrai dans but. Je n'ai rien vu. Il faut changer hein, aussi. Hein. Pour un changement. Hein. 13 mineurs interpellés, des dizaines de voitures cassées, une vitrine d'un restaurant brisé. Voilà le lourd bilan de la nuit de samedi à dimanche à Fort-de-France en Martinique. Une trentaine de jeunes a joué les troubles faits en marge du Foyal Music Show. Le point sur cette soirée agitée avec Sabrina Doré et Guy Raphaël René d'ATV Martinique. Samedi 21h30, l'ambiance est détendue devant le podium, mais plus loin dans la foule, c'est le désordre. Une trentaine de jeunes sèment la panique, certains sont armés. 2 jours plus tard, cette mère de famille est encore choquée. On en a même vu un avec un cutter à la main et à chaque fois le public courait. Pourquoi? Parce que ces jeunes semaient la pagaille. En plus, on était en famille. Moi, j'étais avec mon fils. Donc, je ne savais pas quoi faire. J'étais dans la panique. Donc, on était obligé de courir. On n'avait pas le choix. Parmi les agitateurs, 13 ont été interpellés. Si 2 jeunes majeurs faisaient partie du lot, les autres sont âgés d'à peine 15 ans. Nous avons tendance à constater quand même que de plus en plus, il y a une délinquance juvénile, il y a des effets de groupe et nous ne comprenons pas que ça puisse s'amplifier ainsi. Vous avez des phénomènes aussi de bandes et ce n'est pas forcément dans la culture de la Martinique. Des événements peu surprenants pour ce restaurateur du centre-ville. Voir des mineurs traîner dans les rues tard le soir et casser des voitures est de plus en plus fréquent. J'aimerais bien qu'on puisse donner l'autorisation aux commerçants de pouvoir protéger leurs clients et leur business par des caméras, ce qui serait intéressant parce que ça devient récurrent et on perd aussi des clients à cause de ça, quoi. La ville de Fort-de-France, qui a déjà investi dans un système de vidéosurveillance et de médiateurs, travaille sur un nouveau dispositif. Le CDDF, Conseil de droits et devoirs des familles, devrait permettre de maîtriser ce phénomène grandissant. Ce dispositif permet aux autorités, notamment aux maires, de réunir les institutions, notamment l'éducation nationale, la police nationale, les travailleurs sociaux, pour faire en sorte que lorsqu'un jeune mineur est en difficulté, lorsqu'il y a du décrochage scolaire, on puisse convoquer les familles et voir avec elles comment on les accompagne pour faire en sorte que ce jeune ne soit plus dans la rue. Donc nous sommes en train de travailler dessus à Fort-de-France par rapport justement à ce phénomène que nous avons remarqué de quelques mineurs qui se retrouvent quelquefois tard le soir dans les rues. Une enquête a été ouverte pour identifier les autres jeunes impliqués dans les débordements de ce week-end. Selon leur degré d'implication, ils risquent un passage au tribunal correctionnel. Et la Guadeloupe était en vigilance jaune pour fortes pluies et orages jusqu'à ce matin. Ces fortes averses ont eu raison des automobilistes en Martinique. Ce week-end, de nombreux accidents ont été constatés sur l'île Sœur. Des accrochages dus également à l'imprudence des conducteurs. Quels sont les comportements à adopter sur la route et les pièges à éviter? L'occasion de rappeler les règles de sécurité par temps pluvieux. Le reportage est signé Louise Sabas d'ATV Martinique. Carambolage, sortie de route et voiture sur le toit. Le mauvais temps qui rend la chaussée glissante laisse peu de chance aux usagers de la route malchanceux ou imprudents, même si d'un premier abord, tous sont conscients des dangers que représente une voie lessivée par la pluie. Il faut adapter sa conduite aux circonstances. C'est la saison des pluies en Martinique.
J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'accidents sur votre antenne hier soir, mais les gens doivent adapter leur conduite à la circulation. On apprend ça dans le code de la route. Normalement, la pluie ne me gêne pas. Dès qu'il faut rouler prudemment sur la route, on peut circuler. Ça m'a permis ce matin d'aller changer mes pneus. Parce qu'avec la route en ce moment et le mauvais temps, j'avais les pneus lisses, j'ai été changé. Voilà. Opter pour des pneumatiques en meilleur état afin d'avoir une bonne adhérence. Une initiative qui pourrait bien éviter des désagréments à de nombreux conducteurs, car l'un des pièges est l'aquaplaning, un phénomène qui survient lorsque l'on roule trop vite par temps de pluie. Le pneu ne peut plus évacuer assez d'eau, donc du coup, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on mettait une feuille en dessous du pneu et du coup le véhicule, donc on peut perdre la trajectoire, donc le contrôle du véhicule et la voiture glisse. Comme la vitesse, la proximité des véhicules circulant sur la voie peut elle aussi conduire au drame, particulièrement sur une chaussée humide où les distances d'arrêt sont multipliées. À 90 km/h, par temps sec, la distance d'arrêt est de 81 mètres. Il faut savoir que par temps de pluie, cette distance est multipliée par 2, ce qui nous donne à peu près 160 mètres. Donc c'est pas négligeable. On parle d'accidents, de carambolage dans le pire des cas. Si des éclaircies sont annoncées par Météo France pour les jours qui viennent, la prudence reste de mise dans un département où les averses risquent d'être fréquentes, période cyclonique en cause. En France, les programmes européens permettront d'investir près de 27 milliards d'euros sur la période 2014-2020. Près de 41 millions seront dédiés à la lutte contre la précarité en Guadeloupe. Marlène Mélis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de la commission Affaires juridiques communautaires et extérieures du Conseil départemental. D'abord, une question, qu'est-ce que le FSE ? Alors le FSE, c'est le Fonds social européen qui est particulièrement destiné à la cohésion sociale, c'est-à-dire permettre effectivement des actions de renforcement des capacités, de lutte contre les exclusions, quoi encore, et puis de création, de dynamique de création d'emplois, de financement également de l'économie sociale et solidaire. Et donc c'est particulièrement, je dirais, de cette partie-là, renforcement des capacités, développement de l'économie sociale et solidaire, lutte contre les exclusions, qui est chargé le Conseil général, qui gère une enveloppe de FSE sous le contrôle de l'État, le Conseil départemental étant autorité intermédiaire. Voilà. Alors, vous avez décidé de placer ce dispositif FSE sous les besoins de la lutte contre la précarité. Quels sont les critères qui vous permettent de parler de précarité, justement ? Écoutez, d'abord, nous n'avons pas décidé. Dire, ce sont les règles qui font qu'un certain nombre d'axes du FSE sont particulièrement dédiés à la lutte contre les exclusions et à la précarité. Le Conseil départemental étant chargé du RSA. Ce sont donc des axes qui viennent en complément du plan départemental d'insertion, qui est un plan qui s'adresse particulièrement aux personnes en précarité et en particulier qui sont bénéficiaires du RSA. Donc il y a le PDI, plan départemental d'insertion, et le PTI, qui est un pacte territorial pour l'insertion, lequel essaye, en partenariat avec les intercommunalités en particulier, les communes également, l'État, de conjuguer un certain nombre d'actions en partant des besoins des territoires. Vous êtes partie d'un diagnostic. Quels sont justement les critères pour parler de précarité en Guadeloupe ? Écoutez, les critères, c'est très clair. C'est déjà toute la population qui relève du revenu du RSA et qui relève du RSA parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi. Et je dirais l'exclusion par l'emploi est la première cause de précarité dans notre département. Je ne pense pas qu'il soit utile de rappeler le taux de chômage. Et donc il y a énormément à faire. Il y a à empêcher ceux qui relèvent, qui sont tombés en RSA, disons, de devenir inemployables. Donc de les accompagner dans leur parcours par des actions de formation, par des actions de renforcement de leurs capacités. Mais il y a ceux qui sont déjà inemployables à force, je dirais, de ne pas avoir été utiles socialement. Ceux-là, il faut les accompagner différemment, en particulier au plan social, par toute une série d'actions conduites par le Conseil départemental. Alors on retrouve ces mêmes mots, dans le cadre du PDI. On retrouve ces mêmes mots en France hexagonale également, ces critères de précarité qui sont toutefois utiles puisqu'il s'agit de prendre en compte la spécificité de la Guadeloupe. C'est ce que la programmation 2014-2020 prévoit. Quels sont les objectifs à atteindre justement pour cette tranche ? Mais d'abord, les objectifs, c'est de trouver le moyen de remettre en activité ou en emploi
les personnes bénéficiaires du RSA. Ça, c'est le tout premier objectif, c'est insérer par l'emploi. Et c'est à ce titre d'ailleurs que la présidente a fait de l'économie sociale et solidaire la priorité de l'action par l'insertion, parce qu'elle permet, dans un marché qui ne crée pas d'emploi, dans un marché qui n'est pas en harmonie par rapport aux qualifications de la main-d'œuvre, de créer délibérément des emplois avec les acteurs associatifs qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Alors, les porteurs de projets ont été conviés à une réunion d'information la semaine dernière. Qui est le public visé et quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier de ces subventions? Alors, le public visé d'abord, c'est le public RSA, le public en situation de précarité. Les bénéficiaires, c'est ce public-là, à travers des actions de formation, à travers des actions de remise en employabilité, à travers également des chantiers d'insertion qui sont montés généralement par des associations, mais également par tout employeur, par les collectivités également. Ces chantiers ont comme objectif de former, d'accompagner, de redonner de l'employabilité, autant que faire se peut, de rechercher pour tous ceux qui en bénéficient une sortie positive, soit par la formation, soit par l'emploi. Il y a une nouveauté quand même cette année, c'est qu'il y aura quelques changements, notamment au niveau des contrôles. Les contrôles seront renforcés par l'Union européenne. Comment ça va se passer? Eh bien d'abord, les autorités qui sont chargées de mettre en œuvre le RSA, pas le RSA, le FSE, mettent elles-mêmes en œuvre des contrôles. Par exemple, le conseil départemental, sur la tranche qu'il gère, cible un certain nombre de projets qui feront l'objet de contrôles, c'est-à-dire de déplacements sur le terrain, de contrôle également de la manière dont l'opération est conduite, de telle sorte que nous n'arrivions pas en fin de programme avec des opérations qui auraient été fragilisées et sans qu'on s'en soit aperçu et qui devraient faire l'objet donc de dégagement ou de remboursement. Alors, donc les domaines justement qui sont concernés, quels sont les domaines concernés pour ces projets? Je suis au RSA, j'ai envie de construire un projet. Quels sont les domaines éligibles justement pour le FSE? Je peux demander à bénéficier d'une formation, par exemple. Je peux demander à vouloir mettre en place une petite entreprise. Donc dans ce cas-là, si je veux monter une petite entreprise, je vais voir mon référent. Tout secteur confondu, développement durable, tous les secteurs confondus. Tous les secteurs sont concernés. Tous secteurs confondus. Voilà, je vais voir mon référent qui va m'orienter vers une personne capable de m'accompagner à monter mon entreprise, qui va vérifier que j'en ai la capacité, qui va m'accompagner dans les démarches, qui va me former pour que je sois capable de monter l'entreprise, et je bénéficierai naturellement d'un accompagnement financier pour le projet venant du FSE, mais de d'autres partenaires également. Alors, les fonds européens financent des projets tripartis, parfois le département avec une commune. Est-ce que vous ne craignez pas que l'état de santé des communes, finalement, freine vos ambitions à cause de cette situation dégradée? Bon, c'est vrai que des problèmes de trésorerie sont posés toujours, chaque fois qu'on monte un projet et qu'on fait mobiliser des fonds européens. S'agissant du FSE, la présidente du conseil départemental, justement, a récemment décidé, devant effectivement ces difficultés pour les associations qui n'ont pas de trésorerie à préfinancer la dépense, de mettre en place un fonds qui permettrait justement d'accompagner les porteurs de projets dans leur première dépense. Marlène Mélis, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous partons maintenant en Guyane. Eux aussi aimeraient bien être accompagnés. Il s'agit des habitants de Makouria depuis plus d'un an. Ils dénoncent des malfaçons dans la construction de leur logement. Après les fortes pluies qui se sont abattues sur l'île la semaine dernière, les habitants se retrouvent aujourd'hui encerclés d'eau. On regarde le reportage d'Ayoudélie Germa. Dans l'arrière-cour de cette maison, quelques centimètres d'eau en stagnation après les fortes pluies de la semaine dernière. C'est pénible, on ne peut plus continuer à vivre dans ça. Une quarantaine de maisons sont concernées par le phénomène, en cause la proximité d'un canal mal drainé. Ce que nous demandons à la mairie de faire le travail qu'il faut et en plus à la CIDI de reprendre ce réseau hydraulique. Parce qu'ils auraient dû mettre une tête de bus pour qu'on puisse voir qu'il y a une bus de 800 ou 600 de diamètre de façon à ce que l'eau puisse partir correctement. Qui en pâtit, qui souffrent, ce sont les locataires. Qui paient un loyer assez excessivement cher, y compris les charges. Et quand ils ouvrent leur bouche pour demander de venir faire l'entretien qu'il faut, eh bien on leur dit patientez, patientez, patientez. Mais quand vous ne payez pas,
On vous envoie l'huissier ou les huissiers et puis vous savez comment ça se passe. Les habitants s'insurgent. Pourquoi aucune mesure significative n'a été prise malgré la réunion avec le directeur de la CIGI il y a presque un an, jour pour jour? Que la CIGI se déplace et puis pour qu'ils puissent tenir leur engagement parce que nous continuons à payer nos loyers. Dès que vous ne payez pas un loyer, vous ratez un loyer, vous êtes constamment persécutés. Donc eux, ils devraient prendre en compte les revendications qu'on leur demande, toute la liste qu'on a demandée. À cela s'ajoute le défaut de gouttières, l'instabilité du sol des garages dépourvus de bandes roulantes, ainsi que le défaut d'entretien des espaces verts du lotissement. Nous payons les frais d'entretien, les charges, et l'entretien n'est pas fait. Donc souvent, c'est le locataire qui fait l'entretien. Comme là, vous avez vu, aujourd'hui, c'est fait. Donc c'est le locataire qui nettoie régulièrement. Ni la commune, ni la CIGI ne font pas les travaux. En fait, ils ne foutent rien. Ils se renvoient tous la balle. La CIGI dit que c'est la mairie dit que c'est la CIGI. Alors nous, on ne sait plus quoi faire et on en a marre. Donc je pense qu'on devra trouver d'autres solutions. Les habitants souhaitent refaire un point avec le bailleur social. Après la dernière réunion du 24 juin 2015, pour eux, rien n'a changé. Et il s'est fait connaître du grand public en 1998 avec le premier opus Mila Sakabaye, avec son groupe de l'époque, la Horde Noire. Depuis, il a multiplié les scènes, les expériences en télé, au cinéma. À l'instar d'autres artistes de la scène dancehall, il a décidé de mettre sa popularité au service de la jeunesse guadeloupéenne. Je parle bien entendu de Monsieur Dali. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes, Dali, si je ne me trompe pas, auteur, compositeur, interprète, acteur, producteur de musique guadeloupéen. Mais ce soir, vous venez sur la casquette du président de l'association. Exactement, Tout est possible. Est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord de cette association? Comment vous est venue l'idée de la créer? Comment m'est venue l'idée? Et quelles sont ses missions? Déjà, bonsoir à tout le monde. Comment m'est venue l'idée? En fait, depuis tout jeune, je fais partie d'une cité, je suis né au Rézé. Et clairement, en fait, je me suis toujours dit tôt ou tard que j'aiderais les gens. Et tôt ou tard, quand je pourrais, quand j'aurai les moyens, quand j'aurai la possibilité d'aider. Et je n'ai pas oublié, en fait, voilà, c'est parti de ça. Je ne faisais pas partie de... Je n'ai jamais participé, je n'ai jamais connu véritablement le sein d'une association. Donc, je suis parti de rien. Et ça donne que je suis là maintenant en train de parler avec vous. Et justement, vous souhaitez aider les gens. C'est ce que vous allez faire mercredi, aider les jeunes de la maison, départementale de l'enfance. Un concert est prévu, un concert privé qui est dédié uniquement aux enfants et pour leurs parents. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il s'agit de Visite en musique. Visite en musique, mais c'est la deuxième édition à la Maison de l'Enfance. Auparavant, on a eu l'occasion de la faire déjà, cette manifestation au CHU. Mais on a décidé chaque année de pouvoir faire cet événement à la Maison de l'Enfance, tout simplement parce que déjà, ces enfants en ont grand besoin. Effectivement, c'est un projet, c'est une manifestation privée, mais on a envie de faire savoir que certains artistes jouent le jeu dans des actions caritatives. Certains artistes ne sont pas forcément là que pour justement l'aspect financier, mais il y a aussi donner un peu de soi. Et les artistes tels que Sadiq Métiès, Lachad, Warped, Drex, Wervana, Edaï, Dogji, j'aperçois Métiès aussi également. Oui, bien sûr, Lachad et beaucoup d'artistes. Et voilà, avec bien entendu, nous avons des collaborateurs tels que Uniprod, la Ville des Abîmes, qui nous suit, et des partenaires privés, pour pouvoir justement faire en sorte que cette manifestation soit un vrai moment de fête, quoi. Et je suis vraiment content que beaucoup de personnes jouent le jeu, parce que c'est pour ça que je suis content que vous m'ayez invité, parce qu'il est important de savoir aussi quand certaines personnes font des choses de cœur. Et les personnes qui sont avec nous, que ce soit les partenaires radio, partenaires privés, partenaires en scène, partenaires, voilà, ils sont là pour le cœur, ils sont là pour l'action, ils sont là pour les jeunes. Et c'est une fierté pour nous. Voilà. En parlant de fierté, votre association a reçu en 2014 le prix Talent des Cités. Exactement. Et plus récemment, les jeunes justement, qui font partie de votre association ont reçu un prix au Terra Festival pour la réalisation de leur documentaire. Maudit jeunes que je salue, ainsi que les encadrants. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez le sentiment d'un devoir accompli? Moi, j'ai le pied dans le guidon, comme on dit, je recherche les financements.
il s'est dit. Donc en fait, moi je suis content pour eux, je suis content qu'ils aiment, je suis content du chantier d'insertion, je suis content que c'est aussi le bébé de ma collaboratrice Mélanie Béné, donc nous sommes vraiment fiers. C'est vraiment quelque chose qui se développe, nous sommes vraiment heureux et nous sommes encore là pour durer, nous travaillons pour ça, nous avons 10 jeunes motivés. Un chantier d'insertion, ce n'est pas une chose facile à monter et ça fait encore plus plaisant de voir en fait, qu'il y a des résultats et il y a des prix. Et ils en gagnent, ils sont contents, ils sont fiers. C'est pas tous les jours facile, mais ils sont là, ils sont en action, quoi. Tout est possible. Dali, vous êtes président d'association, mais également un artiste, un chanteur qu'on connaît. Exact. 3 albums à votre actif. On écoute d'ailleurs un extrait de Rêve en moi, qui est une reprise de Patrick Saint-Éloi. On écoute ensemble, enfin on regarde ensemble. T'es sortis ensemble sans savoir là nous t'es calé. Comme des bateaux sans mètres, nous t'es partis à la dérive. Tu check naufragé, toujours qu'à besoin de compagnie. Mais moi pas te savais que c'est ok moi t'es aimé. Parce que adoré devant moi, c'est vous moi t'es qu'avoué. Et moi pas t'es aimé au fort. Adoré devant moi, c'est vous moi t'es qu'avoué. Et moi pas t'es touché. Mon Dieu qui faisait assez plage, que moi échoué. Dieu qui j'ai blessé toujours qu'à besoin d'oublier. Okay. Dali, vous avez également réalisé ce clip. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres rêves comme ça Je les vis. Je suis parti de rien. Je suis un enfant, comme j'ai dit, de cité. Ma mère, c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté pour nous. Et les choses se passent. Je remercie le ciel et je remercie Dieu, quoi. Je suis là, je suis en vie, je suis en pleine santé. Et voilà, et on développe. Et les personnes qui on aide, ne serait-ce que par rapport, ne serait-ce qu'à mon travail aussi au sein de la ville des Abilles, en tant que chargé d'insertion, ce que je fais avec l'association, j'aide et moi je suis content, quoi. Et musicalement, on est là aussi. Oui, musicalement, je crois qu'il y a des surprises à venir le 24 juin. J'ai vu ça sur votre page Facebook. C'est la rentrée le 24 juin, c'est la rentrée. Qu'est-ce qui va se passer le 24 juin ? Musicalement parlant, c'est ma rentrée. Après 2 ans, c'est ma rentrée. Enfin, je reviens avec quelque chose que j'espère qui va plaire, qui va peut-être choquer, qui va peut-être, mais on est là, la musique c'est aussi ça, on propose. Et on verra. Mais je reviens en tout cas à mes anciens amours. Certains... Vos anciens amours, c'est-à-dire la scène dancehall ? Non, le rap. Merci Dali d'avoir répondu à nos questions ce soir. Restez avec nous. Je suis là. Dans le reste de l'actualité, l'équipe de scientifiques internationale poursuit ses recherches dans les fonds océaniques pour tenter de retrouver des traces de séismes. La campagne nommée Caséis a fait une halte à la Désirade. Les explications avec Isabelle Hameau. Le travail a démarré le 29 mai dernier. L'idée, retrouver des traces de séisme dans les petites Antilles. Quelles traces ? Ce sont des niveaux sédimentaires particuliers. Parce que lorsque l'on a un grand séisme, donc, on a de nombreux glissements sous-marins. Et ces glissements sous-marins se transforment en flux, en écoulements qui peuvent aller très loin, sur des centaines de kilomètres. Donc, sur les carottes que l'on a prises, qui peuvent représenter jusqu'à 20 à 25 mètres. Si je convertis 25 mètres de sédiments en temps, je peux être par exemple à 40 000 ans. L'équipe a recueilli des sédiments de plusieurs années à plus de 6000 mètres de profondeur à l'aide d'une carotte de 24 mètres. L'une de leurs missions a été effectuée à 200 km de la Désirade. Dans un certain nombre de bassins, donc, on a trouvé des niveaux sédimentaires, comme ceux que je vous ai montrés, qui sont la trace donc, de séismes importants. Ce qui est très positif, c'est qu'on a trouvé donc ces niveaux sédimentaires dans différents bassins qui ne sont pas connectés. C'est-à-dire que le niveau qui a été glissé, qui a été perturbé, l'a été dans plusieurs bassins en même temps. Ce qui veut dire que tout ça, ça a été secoué par un seul et même événement sismique.
La mission semble positive mais n'est pas encore terminée. Pour l'instant, les chercheurs n'ont que des estimations sur la fréquence de ces grands événements, puisque pour l'heure, ils ne sont pas en mesure de les dater. Reste avec nous dans un instant, découverte du métier de boulanger pour les écoliers de Morne-à-l'Eau. Et puis elle fait partie intégrante de la musique caribéenne. Immersion dans la masterclass de soca qui avait lieu ce week-end. Les écoliers de Félix Duport à Morne-à-l'Eau ont découvert le métier de boulanger. La Fédération des artisans a dépêché 3 professionnels sur place. Les enfants ont pu toucher la pâte, la transformer en pain natté ou en pomme cannelle et surtout déguster plusieurs variétés de pain. Nathalie Dinan, Moïse Dexter étaient présents également. Vous faire toucher la pâte, comment nous fabriquons notre pain, comment est à l'intérieur de notre fournil. Jude Lovely et ses collègues artisans boulangers ont amené leur savoir-faire à l'école élémentaire Félix Duport à Morne-à-l'Eau. Tous les jours, les 200 élèves de cet établissement mangent du pain sans savoir comment il est fait. À l'atelier démonstration par petits groupes, ils ont découvert comment faire le pain, donc sous une forme de jeu, la panification, comment faire un pain natté, comment faire une pomme cannelle, qui est la pomme cannelle qui est notre pain de région Guadeloupe, leur montrer comment on fait un pain en raisin, montrer comment on fait un pain en chocolat, ceux qui voient habituellement déjà préparé, et là aujourd'hui on leur montre tout le processus de la panification et ça leur permet d'avoir une meilleure vision de la boulangerie. Cette action s'inscrit dans le projet de l'école. Cette année, les enseignants ont travaillé sur les activités agricoles du producteur au consommateur. Nous avons vu qu'avec la canne, on faisait du sucre, avec la banane, de la confiture, des chips et tout. Donc, en parallèle, les enfants mangent tous les matins du pain. Avec le blé, on fait du pain. Nous avons notre voisin, M. Bartobin, à côté, qui a bien voulu partager cela avec nous. Il préfère de beaucoup pas ces pains aux céréales et autour. C'est les viennoiseries. Les enfants préfèrent. Voilà. Mais il faut quand même les amener à goûter d'autres pains. C'est pour cela que nous, en coordination avec M. Bartobin, nous avons voulu apporter d'autres goûts, d'autres pains. Dont les pains aux céréales que vous avez vus sur la table. Il y aura aussi des viennoiseries, mais en moindre quantité. Avec l'enseignant et en fonction de leur niveau, les écoliers ont découvert les différentes étapes de la fabrication du pain. Après le toucher, la dégustation. Amélie, quel pain tu as préféré? Le pain avec les graines de sésame. Le pain complet au pruneau, j'ai préféré. Oui, ça m'a plu. Moi, je mange que le pain au chocolat, normalement. Aujourd'hui, j'ai pris un pain au raisin, un croissant, un pain complet au raisin et un pain au lait. Et qu'est-ce que tu as préféré? Le pain au raisin. Un film a complété leur information sur le sujet. Et pour la Fédération des artisans boulangers, qui multiplie les actions, la transmission est essentielle. On a cette envie de montrer à nos jeunes c'est quoi le métier de la boulangerie. Donc on a des collègues au niveau de la Fédération des artisans boulangers qui se déplacent, qui viennent aux écoles pour montrer aux enfants la panification et on espère trouver dans ces enfants-là ça un futur boulanger. Susciter des vocations, changer le regard sur le métier, mais aussi sur l'artisan, c'est l'objectif de la Fédération. Vivante et énergétique, elle est essentiellement écoutée dans les îles anglophones, à savoir Trinidad et Tobago, d'où elle est originaire. La soca s'invite en Guadeloupe. Ce week-end, une masterclass était organisée pour la 3e année consécutive dans une salle de fitness à Jarry. Isabelle Amoua a enfilé basket et short pour nous faire découvrir ce rythme musical unique en son genre. On regarde. Un déhanché qui en fait pâlir plus d'une. La soca, cette danse particulièrement populaire à Trinidad et Tobago, gagne du terrain en Guadeloupe. Cela fait maintenant 3 ans que cette chorégraphe trinidadienne vient ici, le temps d'une journée, pour transmettre la quintessence de la Caraïbe. Je fais des mouvements basiques en commençant par la tête, le buste, puis échauffer le corps et les muscles. Donc j'apprends les fondamentaux du whining qui sont basiques et à la fin on va corser le tout. And I do that in every warm-up. So there's the basic fundamentals of whining. All the moves, because the whining les mouvements travaillent tout le corps, le buste, les abdos, les cuisses, les fesses. So it's also engaging, and the rags, we work the shoulders, the arms, so it's a full body workout.
Le rag est très important pour danser la soca à Trinidad. Dès que quelqu'un va dans une fête, il a obligatoirement son rag pour pouvoir saluer les artistes et le balancer. On ne peut pas danser sans. La veille, en Martinique, le concept a vécu sa première édition. L'idée, rassembler toutes les cultures à travers un rythme dynamique. L'intérêt pour moi était vraiment de pouvoir faire la Guadeloupe et maintenant la Martinique découvrir la soca, qui n'est pas juste une danse ou un wine, c'est vraiment des techniques précises qui permettent donc de se connecter à un peuple. Et par cela, c'est pour ça qu'on a donc innové avec ce concept, puisque l'Ocean, je la connais depuis des années, et on s'est toujours dit qu'on voulait faire connecter les deux cultures. Cette année, première édition Martinique, on est très content parce qu'on avait essayé de lancer une édition en 2014. On n'avait pas eu des retours trop positifs, donc c'est vrai qu'on avait annulé l'édition. Et effectivement, ça a été un succès, quoi. On était vraiment contents, les gens ont répondu présents, ils étaient très satisfaits du cours, ils ont beaucoup appris, et puis on leur a fait une grosse surprise, on a fait venir Chris, qui est un chanteur très apprécié à Martinique. En tant qu'artiste ou en tant que danseur ou en tant que chanteur, peu importe, le fait qu'on puisse collaborer entre les îles et échanger entre nous tout ce qui est culturel, je pense que c'est vraiment un vecteur de richesse. Et d'autant plus dans la musique soca, qui est vraiment une musique joyeuse, où les gens font la fête, où ils se défoulent, qui est aussi synonyme de carnaval. En fait, moi je pense que dans cette manifestation, il n'y a que du positif. Et évidemment, les socaoliques sont friands du concept. C'est toujours une bonne expérience de rencontrer quelqu'un qui vient de l'extérieur, de nouvelles techniques, entre guillemets. Chez nous, on aime la soca, mais on ne sait pas, à part bouger. Là, elle nous apprend des techniques, ça change un peu de ce que moi, en tout cas, j'ai l'habitude de faire. Sincèrement, on se regroupe la plupart du temps et on fait la fête. Sous forme de stage, mais on fait vraiment la fête, quoi. Donc c'est ce qui nous plaît. Et puis la soca, généralement, ça met l'ambiance. Les images parlent d'elles-mêmes. Ici, le niveau est à son comble. Lashon Prescott a fondé son école de danse à Trinidad et à New York et dispense une fois par an des cours ici. Une base sans doute pour des projets de plus grande envergure pour cette soca masterclass. Et à vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. Il faudra vous armer de patience. Si vous habitez Saint-François, des perturbations sont prévues dès ce soir sur le réseau de distribution de l'eau. Un retour à la normale est prévu demain en début de matinée. Et puis même problématique pour la commune de Morne-à-l'Eau. L'eau pourrait être coupée par zone dès 21h ce soir afin de procéder au remplissage des réservoirs. La situation devrait revenir à la normale également demain matin en début de matinée. Et puis il y aura des coupures d'électricité demain dans plusieurs communes, notamment Bouillante, Capesterre de Marie-Galante et Sainte-Anne, essentiellement dans la matinée. Et également la Désérade, Baïf, Morne-à-l'Eau et Petit-Bourg. Et enfin, si vous voulez donner votre sang, la collecte mobile sera demain sur la plage Gertier-Archimède de Morne-à-l'Eau de 8h à 12h30 et mercredi au centre commercial Millénis des Abîmes. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres. À tout de suite.